Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, de si bon matin, d'avoir fait le chemin jusqu'à l'amphithéâtre des Loges pour nous rejoindre, pour parler de la Syrie, pour parler de l'art en Syrie. Je suis Paula Eisenberg et Pauline de la Boulay, qui est à côté de moi, que je ne présente pas, que vous connaissez. Il y a à peine 1 an et 3 mois, nous étions assises toutes les 7, Randa Mada, Ola Abdallah, Dounia Aldahan, Pauline de la Boulay, Véronique Pierre de Mandiargue, Véronique Bourruet-Auberto et moi, à la même table. Et nous nous demandions, comme citoyennes, comment réagir face à la façon intolérable dont sont accueillies en Europe les personnes qui cherchent un avenir meilleur. Comme professionnels de l'art, nous avons pensé que nous pouvions faire connaître les artistes, et en particulier les Syriens, présents sur notre territoire, pour certains depuis des années, pour d'autres depuis très peu de temps, ayant en commun d'avoir dû fuir leur pays natal et d'avoir étudié à l'école d'art de Damas. Nous avons créé de manière spontanée, informelle et bénévole le collectif des Portes ouvertes sur l'art contemporain syrien à Paris. Et puis, plus récemment, l'association Portes ouvertes sur l'art d'ailleurs et d'ici. Nous avons dénombré en Île-de-France surtout plusieurs dizaines d'artistes plasticiens syriens. Nos premières actions, nous les avons menées avec eux. Dans les ateliers, les artistes ont reçu des amateurs d'art, des journalistes, des collectionneurs, des curieux. Et nous avons ainsi tissé un réseau d'amis qui s'est développé. Sont nées 2 expositions à la galerie Premier Regard à Paris, dans le 15e arrondissement, puis celle que nous avons pu réaliser à la Maison des Arts de Malakoff, où est la maison de mon ami. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, à vous y rendre. Elle dure jusqu'au 14 avril. Elle présente le travail de 20 artistes. Et enfin, cette journée de réflexion et d'étude est un peu l'apogée du travail entrepris qui a produit des rencontres passionnantes et qui nous aura appris beaucoup à nous toutes. Nous aurons la chance d'entendre tout au long de la journée des artistes, des spécialistes, des acteurs venus parfois de très loin, de Beyrouth, de Jérusalem, de Montréal. Je veux les remercier d'avoir accepté de participer à cette journée et de nous faire partager leur expérience et leurs analyses précieuses. Je veux saluer le travail de mes amis et acolytes, Pauline, Dounia, Ola, Randa, Véronique, ainsi que celui de Jani Loga, sans qui cette journée n'aurait pas pu se réaliser. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Bien, bonjour. Donc, je suis très heureux avec cette séance d'inaugurer cette rencontre sur l'art contemporain syrien. Alors, notre séance est consacrée à l'art en Syrie avant 2011, marché et censure. Donc, c'est un plaisir d'avoir avec moi Delphine Leca, donc, qui est commissaire d'exposition, directrice artistique des rencontres internationales de cinéma arabe, qui connaît très très bien l'art contemporain syrien. Aussi Neamat Atassi, côté d'elle, qui est donc commissaire aussi d'exposition et représentante de la Fondation Atassi à Paris, et qui parlera notamment aussi au nom de Mouna Atassi. Et puis, à côté de moi, Mohamed Al-Roumi, qui est artiste photographe, fondateur de la caravane culturelle syrienne. Alors, on m'avait demandé en introduction de dire quelques mots, mais assez courts, assez brefs, de façon assez synthétique, sur la question des modalités d'exercice de la censure, enfin pour établir un petit peu un contexte général sur le cas syrien avant 2011, modalités d'exercice de la censure dans le cadre d'un système politique que le sociologue Michel Seurat, qui a été assassiné à Beyrouth en 1985, avait qualifié d'état de barbarie.
c'est-à-dire un système répressif qui a étendu son quadrillage répressif dans le domaine de la culture. Mais comme nous le verrons, même si la chape de plomb pouvait être pesante, il y avait aussi quelques brèches dans cette chape de plomb, ce qui a permis aussi une vitalité de la production culturelle syrienne, vitalité relative, évidemment encadrée par la censure, mais qui existait néanmoins avant 2011. Donc je vais rappeler, pas pour nos amis syriens qui connaissent évidemment cette histoire par cœur, mais pour d'autres qui seraient moins familiers avec l'histoire de la Syrie, je vais rappeler quelques éléments factuels qui pourraient sembler donc superflus à nos amis syriens, mais qui sont essentiels pour comprendre en fait le contexte de la production culturelle en Syrie. On ne peut pas séparer effectivement le contexte politique du contexte culturel, notamment dans le cadre d'un régime répressif et autoritaire. Alors, il faut savoir que la Syrie vit sous régime militaire depuis 1963, date du coup d'État qui a mis fin au régime parlementaire et qui a instauré le pouvoir du parti Baas, alors que la même année, ce parti aussi prenait le pouvoir en Irak. Le parti Baas, qui est le parti dominant de la vie politique en Syrie, selon la Constitution de 1973, c'est inscrit dans la Constitution, jusqu'au référendum de 2012. Et il bénéficie de la majorité des sièges à l'Assemblée du peuple. Parti Baas, qui est un mouvement politique prenant l'unité des pays arabes, c'est-à-dire que la Syrie est considérée comme une province de la nation arabe, comme les autres pays sont considérés comme des provinces de la nation arabe. Et donc il existe des branches de ce parti dans plusieurs pays arabes, des branches qui aujourd'hui sont particulièrement moribondes après tout ce qui s'est passé. Mais ce parti va servir de tremplin à un officier syrien, Hafez al-Assad, pour prendre le pouvoir par la force en 1970, en mettant aussi fin à une série de coups d'État qui s'étaient succédés depuis 1963, donc depuis l'instauration d'un régime militaire. Donc à partir de 1970, la Syrie vit sous l'ombre de la famille Assad, et là, je ne peux que référer au livre qui a été publié par Ziad Majed, Farouk Mardambe et Sobhi Hadidi, Dans la tête de Bachar al-Assad, un ouvrage qui vient d'être publié pour expliquer justement tous les ressorts de ce pouvoir qui s'est transmis de manière dynastique à la suite de la mort de Hafez al-Assad en 2000. C'est son fils Bachar qui a pris le pouvoir et avec l'ensemble de son clan qui gouverne le pays. D'ailleurs, l'arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000 a suscité une modification de la Constitution pour qu'il puisse être président, puisqu'il n'avait que 34 ans et que la Constitution ne prévoyait pas justement qu'une personne âgée de moins de 40 ans pouvait prendre le pouvoir. Alors, en façade, le régime syrien présente tous les attributs d'un système moderne de gouvernement, c'est-à-dire un parlement, des ministres, conseil des ministres, même des élections. Et il existe même à côté du parti Baas, quelques partis politiques alliés, rassemblés dans un front national progressiste, par exemple un parti communiste, un parti syrien national social, pour donner l'illusion d'un pluralisme politique qui est fortement contrôlé. Dans la réalité, l'essentiel du pouvoir est concentré dans un cercle du régime gravitant autour de la famille Assad et associant des officiers supérieurs ayant la haute main sur les organes de renseignement qui sont nombreux en Syrie. Et donc les opposants sont sujets à des détentions arbitraires, à de longues peines de prison, avant même leur procès s'il existe, et à la torture et à des exécutions. Alors au quadrillage sécuritaire du pays, avec ses dizaines de milliers ou centaines de milliers d'informateurs et de forces de sécurité, qui sont nombreuses, répond une saturation de l'espace public, c'est-à-dire l'espace public des villes notamment, par une iconographie politique totalitaire, reproduisant dans les rues, sur les places, les images et les slogans du régime. On voit notamment la reproduction de l'image de Bachar al-Assad, de Hafez al-Assad sur toutes les places. La pression sécuritaire est telle qu'elle conduit même de nombreux Syriens à reproduire, même dans leurs espaces privés ou dans leurs boutiques, à reproduire cette imagerie politique justement pour montrer leur allégeance au régime ou leur supposée allégeance au régime, puisqu'il y a aussi un art de l'ambiguïté qui a été cultivé au sein de la société syrienne justement pour répondre
à ce pouvoir totalitaire. Et donc le régime des Assad a tenté de faire coïncider l'allégeance à son endroit, à l'endroit des Assad, et le sentiment national, comme si être déloyal au régime, être opposant, était s'exclure de la communauté syrienne et être en conséquence traité de traître, traité en traître. Par exemple, le Haut-Commissariat des réfugiés de l'ONU estimait en juillet 2018 à 5,6 millions le nombre de Syriens réfugiés hors de Syrie et à 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. Bachar al-Assad a ainsi déclaré le 20 août 2017, je cite, « Certes, nous avons perdu nos meilleurs jeunes et une infrastructure qui nous a coûté beaucoup d'argent sur des générations entières, mais nous avons gagné en retour une société saine et homogène. » Depuis l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad en 1970, l'accès aux données, c'est-à-dire aux données publiques, que ce soit par le biais des archives, des statistiques, des pratiques d'observation, est sévèrement contrôlé, voire impossible. Ce qui explique aussi le désir de connaissance, de témoignages et d'expression qui s'est emparé d'une partie de la société syrienne après 2011. Et l'expression artistique est devenue un vecteur de cette exploration multiple d'une société que le pouvoir avait entretenue dans l'ignorance d'elle-même, en contrôlant sévèrement les espaces publics d'expression et de création. Sous le régime de Hafez al-Assad, à la fin des années 90, il y a eu un relatif assouplissement politique après une dure période de répression qui, durant les années 70 et 80, a frappé tour à tour et en même temps les frères musulmans, les partis d'opposition du spectre laïque, communistes, baasistes dissidents, nassériens. Les espoirs d'une libéralisation politique ont culminé avec l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir en juillet 2000 et ont pu être un temps débattus de manière publique au sein des cercles de réflexion de ce qu'on a appelé le printemps syrien, avant qu'ils ne s'étiolent suite aux mesures répressives prises à l'encontre de leurs animateurs en 2001. Donc c'est un bref intermède qui n'a pas duré longtemps et la répression a ensuite pris le dessus. Alors, prenons le cas de la censure, évidemment, qui nous intéresse ici, et avec le cas de la censure des livres, puisqu'on va parler toute la matinée de la question des expressions de l'art, de l'artistique. Dans le domaine des livres, qui représente un cas exemplaire, la Syrie fait partie de ces pays qui exercent une censure en amont, c'est-à-dire que les éditeurs sont obligés d'envoyer les manuscrits à la censure avant de les remettre à l'imprimerie. Le manuscrit présenté est dirigé en fonction de son contenu, soit auprès de la direction de la censure du ministère de l'Information, soit à l'Union des écrivains arabes. Donc on note bien ici le nom de l'Union, hein, l'Union des écrivains arabes. Et donc, suite à la révolution de 2011, il y a eu une Union des écrivains syriens qui a été créée, qui est évidemment dissidente. Soit les manuscrits est envoyé au parti Baas, soit au ministère des Affaires religieuses en fonction du contenu. Alors, il faut quand même noter qu'au sein du ministère de la Culture, le département d'édition et de traduction a été caractérisé par une activité non négligeable de publication et de traduction, avec une centaine de titres publiés chaque année, notamment dans les années 80-90. Au début des années 90, en plus, le secteur de l'édition s'est libéralisé et plusieurs centaines de maisons d'édition ont été créées. Mais ce n'est pas pour ça que la censure a été levée. Et donc, avant la guerre, plusieurs éditeurs syriens publiaient à Beyrouth, qui ne pouvaient pas publier dans leur propre pays. Et l'extension du conflit armé en Syrie a poussé certains éditeurs à s'installer dans d'autres pays arabes, notamment au Liban, au Caire ou aux Émirats. Le système de contrôle de la vie culturelle n'a cependant jamais pu museler totalement une création artistique qui a dû cependant ruser avec la censure, ce qui s'est parfois reflété dans les langages et dans les modes d'expression. Ça a été notamment très bien étudié par Cécile Boex, qui est ici présente dans le cadre du cinéma syrien. Il y a eu la création en 1964, après l'arrivée du pouvoir Baas en 1963, la création en 1964 de l'Office national du cinéma. Et en fait, cet Office national du cinéma, nous révèle Cécile Boex, a
à représenter un réceptacle privilégié d'un discours contestataire qui ne peut plus s'exprimer dans l'espace public. C'est ça le paradoxe, et au sein de cet office, il y a eu quelques films créés qui représentaient un discours contestataire, mais qui avaient très peu accès au grand public. Car les réalisateurs ne pouvaient faire que peu de films en raison du contrôle des financements, et leur langage de plus en plus élitiste, en même temps que la réduction des canaux de distribution et de diffusion, faisait que leurs travaux, leurs œuvres, étaient éloignées du grand public, de l'accès au grand public. Au sein du département de l'édition et de la traduction du ministère de la Culture, une ligne un peu libérale a pu être maintenue sous le mandat d'Antoine Makdissi entre 1965 et 2000, qui a permis certaines publications qui sinon auraient peut-être été censurées, mais ça a été un intermède, disons, assez particulier. En fait, la connaissance du cinéma et de la littérature syrienne, en général, est restée très discrète. On a eu très peu de traductions avant 2011 de littérature syrienne, notamment en Occident. Quant au théâtre syrien aussi, si bien sûr on connaît, ceux qui s'intéressent aussi au théâtre, on connaît les trois grands noms du théâtre syrien, Saadallah Wannous, qui a été traduit en français, Mamdouh Adwan et Mohamed El-Marout. Jusqu'au mi-temps des années 2000, c'était un peu les phares du théâtre syrien. De nouveaux auteurs sont apparus ensuite, sans pour autant que leurs œuvres aient toujours pu être portées à la connaissance du public syrien, en raison du nombre limité de salles et de la politique de censure. Enfin, et bien sûr, il faudrait, et ça, vous allez en parler tout à l'heure, les collègues à côté de moi vont en parler, du rôle de l'Institut, enfin, disons qu'à côté de cela, au sein du théâtre, il y a aussi le rôle de l'Institut supérieur des arts dramatiques de Damas, fondé en 1970, qui a joué un rôle important. Et une grande partie de la scène théâtrale syrienne se trouve aujourd'hui à Berlin. Il faut aussi noter aujourd'hui qu'il y a une vitalité de la scène théâtrale syrienne aussi en exil. Et puis, un autre élément qui a aussi joué dans les années 2000, c'est le développement des chaînes satellitaires arabes et finalement le fait que de nombreux feuilletons télévisés syriens ont été créés dans les années 2000 qui ont été tournés vers ce secteur beaucoup plus lucratif. Alors, en conclusion, dans le contexte d'un exil éclaté, puisque dans différentes capitales, en recomposition constante, la création artistique et culturelle syrienne prend aujourd'hui appui sur de multiples centralités, de Beyrouth à Berlin, en passant par Istanbul, Paris, Londres, où se recomposent de nouveaux réseaux, où se créent de nouvelles hybridités, évidemment. C'est ça aussi qui va, bien entendu, influencer énormément le contenu de cette nouvelle production syrienne dans les années qui vont venir, et qui crée, d'une certaine façon, une culture syrienne en exil. Et donc, il faudra voir ensuite, dans les années qui suivent, quel va être comment va se passer ce renouveau de la culture syrienne avec cet élément de l'exil qui est aujourd'hui nouveau. Je vous remercie. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Delphine Leca, donc pour son intervention concernant l'art contemporain syrien. Bonjour. Merci pour cette belle journée de présentation. Merci à toutes. Je vais commencer, avant de laisser la parole à Mohamed Oloumi et Nemat Atassi, je vais commencer à parler de la situation avant mon arrivée à Damas en 1998. Et pour ma part, je vais aborder le travail d'une génération d'artistes rencontrés avec lesquels j'ai tissé des liens, puis monté des expositions. Je ne vais évidemment pas tous les évoquer et je m'excuse pour ceux... Pardon. J'ai beaucoup de choses à dire et j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de temps. Donc je m'excuse pour ceux qui ne sont pas représentés, mais je donnerai une idée de ce que j'ai découvert à mon arrivée et ce qui m'a personnellement intéressée. Il s'agit donc d'une approche totalement subjective de la jeune scène artistique de la fin des années 90. Si on aborde l'identité visuelle du pays, on ne peut pas, comme vient de l'évoquer Franck Mermier, ne pas parler des images qui envahissent la sphère publique, des œuvres peintes, sculptées, des bas-reliefs, souvent réalisés par les étudiants des Beaux-Arts qui passent par le service militaire et ont pour mission d'effectuer des portraits du Raïs, le président, qui emplissent l'espace visuel et les espaces publics, écoles, magasins, ronds-points, restaurants. Je ne mettrai pas d'image pour illustrer ces propos, car je pense que nous avons assez vu ces portraits du père,
puis du Fils, omniprésent, qui domine la vision que l'on regarde et finissent par envahir inconsciemment la pensée. J'ai toujours pensé que la maladresse des représentations, le grotesque des portraits, avec ses corps disproportionnés, ses visages grimaçants, était voulu par les artistes qui volontairement maltraitaient leur sujet. Mais il s'agit là encore d'une interprétation totalement personnelle qui, quelque part, me rassurait, car j'avais l'impression que les artistes me faisaient des clins d'œil dans la rue. En 2011, avec les débuts de la Révolution, les regards se tournent vers la Syrie. Les années suivantes, à travers les réseaux sociaux, les artistes en exil vont parler d'eux et l'on mentionne alors l'émergence d'une scène artistique. Je pense pour ma part qu'il s'agissait d'une émergence sur la scène internationale, car ces artistes étaient très actifs depuis longtemps, mais isolés. Ce que je vais essayer de faire, à travers cette brève présentation, c'est de montrer la vivacité de la scène artistique de la fin des années 90. La production artistique est cachée dans l'intimité des ateliers. Je ne parlerai pas de la vidéo et du cinéma, ni des expériences en danse et en théâtre qui sont liées à l'ébullition de la scène du début des années 2000, mais je vais me limiter aux arts visuels et à la jeune scène. À mon arrivée, il n'y a pas encore d'Internet, les artistes sont coupés de la scène internationale et peu d'entre eux ont pu faire des études à l'étranger. Quelques-uns ont pu aller à Paris ou en Italie grâce à des bourses du gouvernement, très difficiles d'accès. Et l'essentiel des bourses qui sont délivrées consiste à aller suivre des études dans un pays soviétique. Dans tous les domaines de la création et de l'enseignement artistique, on trouve une forte influence de la culture russe. Le système lui-même est constitué sur le modèle soviétique, avec des centres culturels arabes partout dans le pays, et la nécessité de faire partie de l'Union des artistes pour exposer. Il n'y a pas de magazine étranger ou d'émission à la télévision qui présente la scène culturelle contemporaine internationale. Peu ou pas de directeurs de festivals ou de commissaires indépendants qui viennent en visite en Syrie. Peu d'artistes sont au courant de ce qui se passe dans les pays voisins, à Beyrouth ou à Amman, à quelques kilomètres pourtant. Et malgré le fait que ces deux villes se développent très rapidement à l'époque, avec l'ouverture de nombreuses galeries et de centres d'art contemporain. Les pratiques, alors, dans le domaine des arts visuels, sont surtout de la peinture, de la sculpture, de la gravure, la photographie. La vidéo, la performance et les installations vont arriver progressivement les premières années de 2000, avec l'arrivée d'Internet. Il est vrai qu'en majorité, les artistes produisent des œuvres picturales, figuratives, narratives, car je pense influencées par une tradition orale, qui peuvent sembler plus traditionnelles par rapport à ce qui se fait alors au Liban, à la même époque. Mais ces œuvres, souvent de très grande dimension, sont d'une très très grande sensibilité et elles expriment une rage, une violence qui s'exprime sur la toile et présentent souvent plusieurs grilles de lecture. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais aborder quelques artistes, pour commencer, qui ont une influence sur la scène artistique. Ici, le travail de Fateh Moudarès, né en 1922, qui avait étudié ici, aux Beaux-Arts de Paris. Il est considéré comme le père de la modernité, pionnier des arts visuels en Syrie, et son travail, très inspiré des icônes, a largement influencé la création syrienne au XXe siècle. Des artistes syriens installés à l'étranger, souvent pour des raisons politiques, ont une forte influence sur la jeune génération. C'est le cas particulièrement de Youssef Abdelki, exilé à Paris, et de Marwan Kassab-Bachi, installé à Berlin, plus communément appelé Marwan, qui vont avoir un impact sur la création jusqu'à aujourd'hui. Il est très difficile de passer en revue toute la scène syrienne et de résumer en quelques images l'œuvre prolifique de ces artistes. Youssef Abdelki rentre en Syrie en 2005, après 25 ans d'exil. Les gravures de ses débuts, militaires tortionnaires, grossiers, caricaturés, couverts de médailles et ridiculisés, puis les grands fusains sur papier qu'il commence en 1995, nature morte allégorique qui identifie le martyre de son peuple à celui d'animaux éventrés, ont eu un impact fort sur les jeunes artistes. Cette image, réalisée en 2004, a été utilisée par la suite comme un symbole de la révolte, notamment sur les réseaux sociaux au moment de l'arrestation de l'artiste par les forces du régime en 2013.
Le travail de Marouane, installé en Allemagne et professeur à l'Université des Arts de Berlin, a eu aussi une grande influence. Dans les années 60, il avait pris part au mouvement de la Nouvelle Figuration, aux côtés du peintre Baselitz. Ici, des vues de son exposition à la Biennale de Venise en 2017. Je vais présenter le travail de quelques tout jeunes artistes à l'époque, donc qui travaillaient dans ce début des années 2000, avec ici le travail de Yasser Safi, pour montrer l'influence que ces artistes dont je vous ai présenté le travail ont pu avoir sur cette nouvelle génération. Ici, Mounif Hajjaj, qui après avoir étudié les beaux-arts à Minsk, de retour en Syrie, va décliner le thème de la répression avec une extrême violence, utilisant au départ des ânes, bâillonnés ou jetés dans des poubelles, ficelés dans des sacs plastiques. Pourtant, en 2002, une œuvre monumentale, dont je n'ai malheureusement pas d'image, triptyque de 3 têtes d'âne, remportera le premier prix des jeunes artistes décerné par le ministère de la Culture. Cette représentation de 3 figures, comme les militaires d'Abdelki, renvoie à l'image de la Trinité que l'on retrouve partout en ville, le père entouré de ses 2 fils. Cette anecdote qu'il aime à raconter, l'acquisition du ministère de la Culture de cette œuvre gigantesque, est pour moi très représentatif de cette scène qui joue avec les limites de la censure et prend un certain plaisir à se moquer et tourner en dérision l'autorité. Mais cette reconnaissance en Syrie ne dure pas pour Mounif Hajjaj, n'ayant que très peu d'occasions d'exposer, son travail ne répondant pas aux critères d'esthétisme du ministère de la Culture, ni aux critères commerciaux des galeries. Mounif organisera des portes ouvertes dans son propre atelier, déjouant la censure et les demandes d'autorisation obligatoires pour l'organisation d'un événement culturel, quel qu'il soit. Je rappelle en passant que depuis les débuts des années 80, les cours de modèles vivants ont été interdits à la faculté des Beaux-Arts et que même s'il n'existait pas, à ma connaissance, de loi très claire par rapport à cette interdiction, le corps nu était très rarement exposé dans les espaces publics. Ici, une vue de l'exposition dans son atelier. Artiste prolifique qui défie toutes les règles, Sabhan Adam, autodidacte originaire de Hasakeh, arrive sur la scène artistique tel un bulldozer. Il se met à produire une œuvre terrifiante, grotesque et cynique, se moquant du marché de l'art tout en l'exploitant. Il transforme sa maison familiale en atelier de production où toute la famille participe à la réalisation des œuvres. Peindre les fonds monochromes, coller des paillettes. En quelques années, son travail fait partie de la plupart des galeries du Moyen-Orient et devient très recherché au début des années 2000 par les collectionneurs des pays du Golfe, avant de retomber dans l'oubli. Sabhan joue sur tous les registres, le kitsch, le burlesque. Il habille ses personnages de paillettes, de perles, de tissus brodés, des chutes de tissus de la garde-robe de ses sœurs. Il les met dans le lourd cadre doré. Il présente dans la confusion des sexes d'hommes, des scènes où se mêlent des êtres humains, des animaux, des personnages anthropomorphes, grimaçants. Je présente en même temps d'autres artistes de cette même époque. La question principale pour ces artistes n'est pas de travailler, mais de pouvoir exposer. Pour avoir accès aux nombreux centres culturels arabes du ministère de la Culture ou aux expositions organisées par le ministère, il faut faire partie du syndicat des artistes. Donc, avoir la carte du parti basse, ce que beaucoup refusent évidemment. La deuxième possibilité est de pouvoir avoir accès à un centre culturel étranger, allemand ou français, qui propose régulièrement des expositions de jeunes artistes. Mais certains artistes vont commencer à trouver des espaces inoccupés, ce qui leur est possible aussi à force de relations et de certains financements. Ce sera le cas ici du travail de Bousseina Ali, diplômé des Beaux-Arts de Damas, puis de Paris, qui à son retour en Syrie enseigne à la faculté des Beaux-Arts et développe un travail autour des installations. Sur cette image, vous voyez un travail qui s'appelle Narna, qu'elle a proposé dans des citernes abandonnées, le Riwak, qui appartenait au ministère de la Culture. Cette installation sera par la suite sélectionnée en 2007 pour la Biennale d'Istanbul. Également parti étudier à l'étranger, Fesser Keiso revient en Syrie en 2005 avec un travail de vidéo et d'installation qui surprend.
Ici, un travail autour des belly dancers, les danseuses du ventre. Une vidéo avec des images de corps nus sera présentée en parallèle dans un espace indépendant de la vieille ville de Damas, la maison Mustapha Ali. Mustapha Ali est un artiste sculpteur reconnu et qui a assez bien soutenu, ce qui lui permet d'avoir une certaine liberté et d'accueillir des artistes qui ne peuvent exposer ailleurs. Là, il s'agit de la vidéo qui était projetée sur des daffes suspendues, qui mêlent danse traditionnelle et des pieds rythmés par le son des tambours et le mouvement des corps nus. Dans cette performance de body art, Fessi Keiso propose, probablement pour la première fois en Syrie, une performance dans la maison de Mustapha Ali, au milieu de la cour, où il se fait faire, en milieu du public, une opération avec un médecin qui est présent sur place. Un autre travail de Fessi Keiso, une série de montages photos de scènes de famille. Donc là, on voit ses enfants au milieu du salon familial. Pour l'anecdote, lorsque nous avions présenté cette image à Abu Dhabi Art Fair avec la galerie Atassi, elle fut évidemment censurée, car la petite fille s'était retrouvée, le fait que la petite fille montre des faux seins en plastique n'avait pas du tout plu, et donc elle s'était retrouvée avec un scotch noir pour couvrir ses faux seins, ce qui attirait en fait encore plus le regard du public. Fessi, originaire de Hasakeh, au nord de la Syrie, avait transformé à son retour dans son pays l'appartement familial dont il avait hérité en centre pour les arts contemporains, et il organisait régulièrement des expositions qui rencontraient localement un très grand succès. Ici, une installation que nous avions présentée ensemble, le travail de Mohamed Ali, qui s'agissait d'une pièce emplie de petites figurines face à des pièges à rats. Contrairement à la peinture, qui a une histoire relativement récente en Syrie, influencée par la peinture de chevalet occidentale, la pratique de la photographie se développe parallèlement en Europe et au Moyen-Orient. Dès les débuts de la photographie, les photographes partent pour réaliser ce qu'on a appelé le Grand Tour, Palestine, Liban, Syrie, emportant avec eux un matériel de pointe et s'entourant sur leur passage d'assistants locaux. De nombreux ateliers de photos vont très vite s'ouvrir au Moyen-Orient, notamment au début du XXe siècle, par la diaspora arménienne nouvellement arrivée. Ici, le travail d'Eyham Dib, justement, il revient en Syrie après des études de cinéma à Yerevan. Je vais vous montrer plusieurs de son travail. Mais pour continuer sur la photographie, évidemment, la photographie ne se vend pas très bien. Je pense que Mohamed Oroumi pourra nous en parler un peu plus. Et n'est pas trop exposée lors des expositions nationales. Mais en 1997, un festival international de photographie voit le jour à Alep, créé et organisé par le photographe Aïssa Touma, avec le soutien des ambassades étrangères, notamment américaines, et de la municipalité d'Alep. Il sera suivi en 2001 par les premières journées de la photographie de Damas, financées par le Centre culturel français et organisées par un collectif d'artistes, photographes, amateurs et professionnels. Je montre un peu du travail d'Eyham Dib, qui continue à avoir une production très très forte en Syrie, qui avait aussi un certain sens de l'humour, comme vous pouvez le voir sur cette image qui représente son été à l'Atakim. Le travail d'une jeune artiste à l'épine, Iman Ibrahim, qui est constitué uniquement d'autoportraits, des selfies avant l'heure, qui consistaient à des prises de vue en sous-vêtements dans l'intimité de sa chambre. Ces photos très érotiques lui permettent de se mettre en scène et de dépasser les contraintes imposées par la société dont elle est issue. La jeune femme n'a bien sûr jamais exposé en Syrie, mais elle n'hésitait pas à montrer son travail à l'étranger et aux personnes qui passaient visiter son atelier. Je vais vous montrer quelques images de ces journées de la photographie qui ont été organisées de 2001 à 2007 dans différents espaces de la ville. Là, dans le palais Baroudi, une maison de la vieille ville, puis les années suivantes dans d'autres espaces. Ces journées de la photographie sont un lieu de rencontre, de création et d'échange entre de jeunes photographes, des vidéastes syriens, mais aussi des étudiants français et libanais invités en résidence. Nous avions à l'époque travaillé avec l'école d'Arles, avec le Frénois, avec l'Alba au Liban, et puis des artistes régionaux et internationaux de renommée, et sont passés à l'époque à Damas des artistes tels que Patrick Tosani, Joseph Koudelka ou encore Antoine Dagata. Les vues de l'exposition. Nous sommes là en 2007, et je vais m'arrêter quelques instants pour parler de l'ébullition qui remue la ville et le pays depuis 2006.
En effet, de grands projets, Nemat Atassi va en parler un peu plus longuement, mais de grands projets voient à l'époque le jour en relation avec le marché de l'art dans les pays du Golfe. L'ouverture de la salle de vente Christie's à Dubaï, avec cette incroyable première vente aux enchères d'art moderne et contemporain du Moyen-Orient, qui s'est tenue en 2006 avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars, mais aussi le lancement du projet Louvre Abu Dhabi et du Guggenheim à la même époque, et la potentialité que ces institutions acquièrent des œuvres du monde arabe va bouleverser la scène régionale. Des dizaines de galeries vont s'ouvrir à Damas et à Alep en quelques années, comme la galerie Hayam, qui ouvrira ensuite à Beyrouth, Londres, Jeddah, Dubaï, pulvérisant les artistes syriens sur le devant de la scène internationale, enfin peut-être pas internationale, mais en tout cas régionale. Des artistes comme Fateh Moudares ou Louay Kayali sont très recherchés des collectionneurs régionaux et vont atteindre des prix faramineux. Les jeunes artistes se voient proposer par certaines galeries des contrats de travail avec un salaire mensuel en échange d'une production régulière. Tout d'un coup, l'art devient un investissement et aller à un vernissage, une activité mondaine pour une nouvelle bourgeoisie apparue à cette époque avec la politique néolibérale mise en place par Bachar el-Assad. L'année suivante, 2008, marque un autre tournant dans l'histoire de la culture en Syrie. En tout cas, nous l'avons cru à l'époque, car Damas est nommée capitale arabe de la culture. Il s'agit d'une année culturelle sur le même principe que les capitales culturelles européennes. Hanan Kassab Hassan est nommée secrétaire générale. C'est une femme cultivée très proche des milieux culturels arabes et aussi internationaux, des centres culturels étrangers. Et elle s'entoure d'une équipe qui n'émane pas du ministère de la Culture, ce qui est une grande première en Syrie, mais d'une équipe à laquelle j'ai le plaisir d'être attachée en tant que programmatrice des expositions. C'est une vaste tâche pour moi, car pour une fois, j'ai toutes les autorisations. Et j'organise cette rétrospective des arts visuels, dont je vais vous présenter quelques images. Un programme en 4 volets, avec les pionniers, les modernes et la scène contemporaine. Ce programme s'accompagne de la réhabilitation d'espaces d'exposition, tels que la salle du Musée national ou le musée de Doumar, fermé depuis quelques années, ainsi que la valorisation des collections nationales. Quand je parle de collections nationales, en fait, le ministère de la Culture possède une collection d'œuvres d'artistes syriens énorme qui a été faite au fur et à mesure de toutes ces expositions dont je parlais, ces expositions collectives qu'il organise, et qui a été acquise depuis sa création et entreposée dans les sous-sols des musées. Je vais passer rapidement quelques images de ces expositions pour vous donner une idée et des espaces et des œuvres. Le dernier volet, donc dans cette usine désaffectée qui a été transformée en centre d'art contemporain, qu'on pensait à l'époque garder comme centre d'art contemporain, mais qui finalement a été fermé avec la fin de Damas 2008. Et puis je vais passer rapidement sur 2 autres événements, car je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc un événement que j'avais organisé à Damas avec Joumana Yaziri, qui est probablement dans la salle, qui s'appelait Music on the Road Visual Journey, qui consistait à des performances musicales et des installations vidéo ou des films parfois. Et enfin, un festival, Visual Art Festival Damascus, qui s'est organisé en 2010, qui devait se poursuivre en 2011 et qui finalement, à cause de la situation, s'est poursuivi par la suite sous forme nomade, dans différentes villes comme Rotterdam, Karlsruhe, Istanbul. Et je finis sur ces images de l'artiste Leila Mourawed, au titre évocateur, un poème qui ne cicatrise pas. Je donne la parole à Nemat. Merci. Tu veux que je revienne sur Fateh Moudares? Ça va? Bien, donc, Nemat Atassi, à vous. Oui. Bonjour tout le monde. En tant que membre de la Fondation Atassi, je voudrais remercier d'abord les responsables de l'École nationale des beaux-arts de Paris de nous recevoir, ainsi que le collectif Porte ouverte de l'art contemporain syrien pour son soutien et ses encouragements
pour les artistes syriens. Je ne prétends pas remplacer Mouna, qui s'excuse de ne pas intervenir d'une façon directe, mais je vais lire son intervention qui résume son expérience et sa vision de la scène artistique syrienne. Mouna a écrit « Je vais essayer de décrire la scène de l'art contemporain syrien et son développement depuis les années 40 du siècle dernier jusqu'à 2011, parlant de ses défauts et de ses qualités. Pendant 25 ans, j'ai travaillé comme galeriste, d'abord à Homs, puis à Damas. En 2012, j'ai dû quitter la Syrie pour aller à Dubaï, emportant avec moi le fruit de mon travail tout au long de ces années, ma collection de tableaux et d'archives. Deux raisons m'ont encouragé à créer cette fondation à but non lucratif. D'abord, pour lutter contre ce qui se passe en Syrie et montrer le vrai visage du pays à travers des activités et des programmes. Ensuite, pour protéger notre collection qui sera le noyau d'un projet de centre culturel artistique dans ma ville natale de Homs. Cette fondation familiale, fondée en 2014-2015, est la première fondation syrienne qui s'intéresse à l'art et à la culture. Elle est inscrite à Liechtenstein et non pas en Syrie, pour la simple raison que les lois syriennes interdisent toute initiative privée en dehors du cadre officiel et gouvernemental. C'est cette idée précisément que je vais développer ici. La participation efficace de la société civile syrienne et son droit de travailler en dehors du système al-Baas, ce qui veut dire tout simplement la liberté. Sans aucun doute, vous connaissez tous la situation de la Syrie durant les 40 ans du règne du parti al-Baas, qui a dominé toutes les institutions, notamment culturelles et intellectuelles, ainsi que son rôle dans la régression de la société syrienne et dans son repli. Cette période du règne absolu, depuis les années 60 du siècle dernier jusqu'à nos jours, a ses causes et ses conséquences. Mais je ne vais pas évoquer ici, car on n'est pas en train de parler de politique. Néanmoins, on ne peut pas séparer politique et art. On peut même affirmer que l'art n'est que le reflet de la société. Sa conscience est l'unique témoin qui documente l'histoire des peuples. Il serait nécessaire ici d'établir une petite chronologie de la scène artistique syrienne, quand et comment elle a commencé, son développement et le changement radical qui a poussé la nouvelle génération à proclamer sa révolution personnelle, politique et même artistique. La scène artistique syrienne a commencé à travers des initiatives privées, individuelles et timides. Le rassemblement de plusieurs artistes en 1940 a mené à une première exposition à la faculté de droit à l'université de Damas. L'exposition suivante a eu lieu en 1944 à l'Institut laïque Al-Hurriya de Damas, organisé par quelques artistes syriens et français résidant en Syrie. Plusieurs expositions et rencontres artistiques se sont déroulées dans des clubs et des amicales privées entre 1944 et 1946. C'est à partir de 1947 que les initiatives officielles ont commencé à apparaître, avec une première exposition au lycée Al-Tajhiz Al-Oula, organisée par le ministère de l'Éducation.
il a fallu attendre jusqu'à 1950 pour que les expositions officielles annuelles aient lieu dans le Musée national de Damas. Dans la même année, 1950, artistes et auteurs ont fondé l'Association syrienne pour les arts, qui était une association privée où ils ont organisé des expositions et des conférences artistiques et culturelles. En 1952, l'Association des amoureux des arts plastiques a été créée. Elle a joué un grand rôle dans le développement de la scène artistique dans le temps. L'an 1958 a vu la création du ministère de la Culture, avec la direction des Beaux-Arts, chargée de l'organisation des expositions officielles en Syrie et à l'étranger. C'est en 1960 que la Faculté des Beaux-Arts a été fondée et dirigée par des artistes qui avaient fait leurs études en Égypte et en Europe. La création des syndicats des Beaux-Arts dans toutes les villes syriennes a eu lieu en 1969. Les initiatives privées ont continué timidement. La première galerie privée, Galerie de l'art contemporain universel, a été fondée en 1960 par Mohammad Dadouche et a dû fermer ses portes en 1965. À l'époque, le marché d'art se limitait à une catégorie très restreinte de la société syrienne, en plus des diplomates étrangers. Le vrai marché était à Beyrouth, avec ces galeries qui ont suspendu le travail pendant la guerre libanaise pour le reprendre dans les années 90. Avec l'arrivée du parti Al-Ba'ath au pouvoir, une nouvelle étape a commencé en Syrie, dont les conséquences sont négatives à tous les points. Commençant par la nationalisation des écoles étrangères et privées, qui aura des effets négatifs sur les générations suivantes et sur leur capacité à communiquer avec le monde occidental. En ce qui concerne les revues et les livres d'art, le ministère de la Culture a publié la première revue mensuelle, La Vie plastique, en 1981. Les revues et les livres d'art étaient rares dans les librairies. Et si on en trouvait, on ne pouvait pas les acheter à cause de leur prix élevé. Par contre, on trouvait des revues, mais en russe, et dans une seule librairie à Damas, Maïsaloun. Les expositions organisées par le ministère dans les centres culturels, dans les salles des syndicats des beaux-arts ou dans les instituts atteignaient rarement un niveau convenable. Sans parler du niveau de l'enseignement de la faculté des beaux-arts, qui s'est détérioré également à cause des anciens programmes non adaptés et enseignés par des professeurs non qualifiés. Les lois, grâce au parti Al-Ba'ath, interdisaient toute création d'associations ou d'institutions privées. Si les conditions pour ouvrir une galerie d'art paraissaient simples, en revanche, il était obligatoire d'avoir le permis des services de sécurité. Il fallait s'engager à demander l'accord du ministère de la Culture pour chaque exposition et obtenir son parrainage, et particulièrement celui du ministre personnellement. Normalement, le ministère s'engageait à soutenir la galerie en achetant une œuvre, ce qui se faisait, mais selon des critères précis. D'abord, les relations avec l'artiste, puis le budget du ministère. Réellement, la vraie valeur de l'œuvre ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est les critères du ministère. Les années 70
sont marqués par une absence totale d'activité artistique. C'est à partir des années 80 que les galeries ont commencé à apparaître, mais timidement. Les deux qui ont travaillé longtemps sont Ebla, fondée par l'artiste Mamdouh Kashlan, et Ishtar par Issam Darwish. Mais la plupart des autres galeries ne duraient pas. Dans les années 90, le nombre des galeries privées a augmenté. Quelques-unes ont fermé à cause du manque du public et de leur faible rentabilité. D'autres ont continué jusqu'à nos jours. À partir de l'an 2000, on remarque une croissance évidente du nombre de ces galeries, mais seulement dans la capitale. Bien sûr, toutes ces activités ont été interrompues en 2011. Que conclure? Y avait-il une vraie activité artistique, un vrai marché d'art? Que signifie le nombre très limité de galeries dans une capitale de 2 à 3 millions d'habitants? Que signifie l'absence presque totale dans les galeries dans les autres villes syriennes depuis 1970 jusqu'à maintenant? Il y a 1 ou 2 maximum à Alep, la deuxième ville syrienne, et la même chose à Homs et Latakia. Est-ce un indice de l'intérêt que l'État et par suite la société portaient à l'art? Bien sûr que non. Le nombre de ceux qui s'intéressaient vraiment à l'art était très restreint et se limitait à une élite des artistes et intellectuels. D'ailleurs, c'était une des difficultés qu'ont rencontrées nous, les galeristes. L'encouragement du ministère de la Culture se limitait à acheter une œuvre, comme je viens de dire, et cela, bien sûr, dépend de la qualité des relations de l'artiste ou du galeriste avec le ministère. Pendant ce temps, le budget du Musée national ne cessait de diminuer. Le rôle joué par la société civile pour créer des initiatives artistiques a été étouffé, sous la volonté de l'État et des institutions officielles depuis 1958 et jusqu'à nos jours d'avoir le monopole de la vie artistique. Pas une exposition ou une initiative culturelle ne pouvait se faire sans l'accord du ministère de la Culture, qui, bien sûr, transmettait aux services de sécurité toute information concernant des rassemblements culturels, notamment lors des vernissages. Le pays était toujours en état d'urgence. Et Mouna ici raconte une expression personnelle. Elle dit « En 2001, j'ai travaillé avec l'Institut du monde arabe pour organiser une exposition d'artistes syriens. On était d'accord sur tous les points. À la dernière minute, le représentant de la Syrie à l'Institut a refusé le projet sous prétexte que c'est le rôle du ministère syrien de réaliser cette exposition et non pas celui des initiatives privées individuelles. Donc, c'est interdit. En effet, l'exposition a été faite, mais par le ministère syrien, avec un niveau médiocre. Face à cette situation pénible, l'enfermement et l'isolement de la société syrienne, les conditions de vie très difficiles du peuple, les artistes se sont isolés dans leur atelier, loin de toute influence extérieure. Ils recevaient avec générosité les visiteurs, poètes et artistes. Ils produisaient leur propre art. Ils se sont engagés pour des causes nationales et se sont inspirés des mythes et de l'histoire. Ils ont réussi, en jouant sur les modes d'expression, à exprimer l'endurance du peuple et aborder des questions politiques
et existentielle. Ainsi, on peut dire qu'en dépit de toute cette censure, l'artiste syrien a réussi à créer sa propre identité artistique. À partir de 2000, avec l'accès à l'Internet, la nouvelle génération a pu découvrir les expériences artistiques internationales. En Syrie, on ne parlait que de modernisation, d'ouverture vers l'extérieur, de liberté promise et de tant d'autres choses. L'activité des centres culturels a augmenté, ainsi que le nombre des galeries et surtout les commerçants d'art. Une nouvelle et riche catégorie sociale est apparue et elle a commencé à collectionner, considérant que l'art et la culture renforçaient leur position et leur donnaient un aspect plus civilisé. Les pays du Golfe sont devenus ainsi le marché essentiel de l'art. Dubaï, le centre de Christie's. Les entreprises étrangères y ont établi la grande piste de l'art, Art Fair de Dubaï. Posséder une collection d'art est dorénavant très à la mode. On ne parle que de construire des musées. Toutes ces raisons ont encouragé le marché d'art arabe en général et notamment syrien. Pendant ce temps, la Syrie gémissait sous ses problèmes. Les jeunes se plaignaient et essayaient de quitter leur pays pour tenter d'autres chances. La corruption se propageait partout. L'enseignement et l'éducation se détérioraient. Les fortunes s'entassaient dans les mains d'une catégorie qui considérait la culture et l'art comme un simple prestige. La famille régnante privatisait tous les projets culturels et de développement. La société civile a été mise à part et négligée. La mondialisation régnait avec la multiplication des moyens de communication. Ainsi, le changement alors est devenu inévitable. Et voilà. Et merci beaucoup, Narma Tatassi, pour cette relation d'expérience. Nous allons donc en passer à Mohamed Al-Roumi, donc artiste photographe, qui va nous parler lui aussi de sa propre expérience et de sa vision en fait du développement aussi de l'éducation artistique en Syrie. Bon, bonjour. Tout d'abord, je vais vous parler d'un malheur d'un Arménien qui trouve que la langue française est très difficile. Une baguette, un baguette. Donc, des fois, elle demande 2 baguettes, comme ça, pour éviter les gênes. Donc, je maîtrise aucune langue, y compris ma langue maternelle. Donc, je m'excuse d'avance. Alors, en 1966, j'ai rentré aux Beaux-Arts. Il y a un concours et on était 16. Le Beaux-Arts se trouvait dans un immeuble d'habitation Sahel Tahrir, de 4 étages. Les passants, souvent les passants, ils sont curieux de voir des linges sur le balcon, et des odeurs qui dégagent. Les voisins, ils ont été gênés parce que les terrasses, ils sont devenus un centre de nudisme. Un groupe d'artistes, ils décidaient de faire des activités paraculturelles, genre célébrer le passage, la mémoire de 300 ans après la mort de Rembrandt par une cérémonie religieuse. On a fait de moulettes, on a amené des cheikhs pour réciter le Coran à l'âme de Rembrandt. On a célébré, on a fait une expo à l'hommage de Lénine, Vladimir Ilyich Lénine, après 100 ans, etc. On a fait aussi une très, très grande fête au départ de Younes, le garçon de café,
qui servaient. Donc, dans cette atmosphère-là, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus en Syrie, dont Abdallah Mourad, Abdelader Azzouz, etc., qui sont nés dans cette atmosphère-là. Donc, le basse n'avait pas beaucoup de présence dans cette domaine. Et certainement, il y a certains qui sont adhérés au parti basse, mais les idées de parti basse ne convenaient pas aux artistes sérieux qui, entre guillemets, voyaient des artistes en Occident, c'est plutôt de gauche. On parlait de Picasso, ses liens avec le Parti communiste, Bernard Léger, qui est membre du parti. Donc, nous sommes plutôt de gauche. La faculté, l'école de Beaux-Arts, c'était une école de gauche. En tout cas, en 1966, c'était 3 ans après la création de Beaux-Arts. Auparavant, c'était créé en 1960. C'était une école supérieure d'art plastique et d'architecture qui est transformée par la suite est attachée à l'université de Damas en 63. Voilà. En fait, il y a une présence très importante d'un artiste italien qui était un élève de la Kandinsky, qui était dans cette école, qui a bouleversé un peu, je dirais, il a ouvert une perspective aux artistes syriens en général, qui étaient plutôt tendance paysagiste ou faisait des portraits. Là, on commence à savoir un autre sens de l'art, surtout l'art abstrait qui apparaît très, à l'époque, aux yeux des Syriens, très moderne, etc. Donc, on voit Mahmoud Hamad passer de figuraïsme à l'abstrait, etc. Donc, je ne veux pas être très long. En tout cas, je viens de citer en 1969, il y a eu, par des initiatives privées, individuelles, on a créé un syndicat qui s'appelle Naqabat al-Funoun al-Jamila, le syndicat de Beaux-Arts. Il n'y avait pas de bassiste. Donc, moi, j'étais élu la première élection démocratique, entre guillemets. J'étais le plus jeune. Il a fallu injecter tous les professeurs, enseignants d'art dans les lycées, dans ce syndicat pour équilibrer et avoir imposé certains loyalistes de parti basse comme Ali Sarmini. Malheureusement, j'étais aussi dans ce conseil. Ali Sarmini, à chaque fois dans les réunions de conseil, ça les gênait, les pistolets, les mettait sur la table. Donc, parce que la pistolet était derrière, ça les gênait. En tout cas, dans cette atmosphère, les Beaux-Arts, par la suite, a changé. Alors, en 1972, j'étais déjà diplômé. Il faut dire que les Beaux-Arts, en tout, si on met de côté la première année de l'architecture, des élèves d'architecture qui restaient une année dans cet immeuble, ils partaient par la suite à l'université. L'ensemble des étudiants, c'est autour de 80 élèves maximum. Donc, c'est une soixantaine de personnes. C'est une petite école d'art. Et c'était effectivement, il y a un concours d'entrée. Ce n'était pas quelque chose. Mais par la suite, en tout cas, je ne veux pas très long, de fait qu'ils ne demandaient pas de notes très élevées. Bon, il y a des pistons, genre des pistons qui, tout le monde le sait, en Syrie, même pour la faculté de médecine, il a fallu se jeter en parachute
et on tombe dans la faculté de médecine. Bon. Alors, personnellement, j'étais diplômé en 1972 et de ma appartenance politique de gauche, entre guillemets, j'ai laissé tomber de chercher un travail à l'éducation nationale. Donc, c'était interdit. Donc, j'ai essayé de trouver de travail et je me suis dirigé faire de topographie, dessin, etc. Chez les missions archéologiques. Et un jour, le photographe, j'observais le photographe de cette mission, un jour il est tombé malade, il est rentré chez lui. Il y a le directeur de la mission, il m'a confié la tâche de continuer. Et un jour, je rentrais chez moi à Alep, j'ai pris une photo, c'était une photo banale. Et j'ai rentré. Après, j'ai développé le film une fois que la mission est terminée. Cette photo m'a beaucoup impressionné. Elle portait beaucoup d'expressions. Et je me suis dit à moi-même, c'est un moyen visuel. Comme tout art visuel, il peut être mon moyen d'exprimer. Donc c'est comme ça que je suis devenu photographe. Il faut dire qu'en Syrie, être photographe, c'est à peine considéré comme plombier. C'était d'abord, on est arménien, de photographe, et donc comment je me présente photographe, c'est un honte. Un jour, je demandais en 2010, j'ai fait une expo à Damas. Il y a tous mes amis. Il faut dire qu'aux Beaux-Arts, j'étais diplômé de peintre, car il n'y avait pas de la photographie. De toute façon, ce n'était pas mon ambition de l'époque. Donc, il y a tous mes amis peintres qui sont venus voir cette exposition. Et j'ai demandé à la fin de l'exposition, parce qu'on était assis, est-ce que vous connaissez un photographe? Ah non, d'abord, deux photographes sur la scène internationale, rien. 4, 5, 3, rien. Un photographe, je dis, Meuneray, vous connaissez Meuneray, c'est un photographe. En tout cas, la photographie, c'était, voilà, considéré, c'est même pas un métier, c'est l'artisanat, on gagne de vie, on est certainement arménien. En tout cas, c'est une autre histoire parce que les Arméniens, ils ont joué un très très bon rôle dans la photographie. C'est la première école de photographie, c'était voilà, grégorian en Palestine. En tout cas, donc voilà. Donc, après, bon, j'ai fait un peu de cinéma, mais pas beaucoup. Un jour, j'ai décidé de faire un hommage à une partie de mon lieu d'enfance. Donc, j'ai fait un film. Au début, je voulais prendre des séries d'images pour moi-même, comme les photos que je fais quand je suis devenu photographe. J'ai photographié mon lieu d'enfance, mes origines dans la steppe, etc. De toute façon, même avant de devenir photographe, quand j'étais peintre, je faisais des paysages ou plein de couleurs, de pastels de Mésopotamie ou de la steppe, etc. Donc c'est la lumière qui m'attirait sur mon travail. Les lumières, le couleur de peau de ma famille ou des gens de mon entourage. En tout cas, donc j'ai fait un film qui s'appelle Blue Gris. J'ai extrait quelques plans, vous allez le voir. Le film, on ne peut pas les classer ni de documentaire ni de fiction. C'est
c'est un hommage à quelque chose. Par la suite, j'ai fait un autre film, court-métrage, et quelques films des tactiques. C'est-à-dire, bon, je suis de gauche, j'étais communiste, vous comprenez, voilà, c'est là, voilà le thème. En tout cas, il y a une question qui m'était posée. Est-ce que j'ai... Alors, mon engagement. Bon, je crois en l'homme et je suis responsable et je constate qu'il y a beaucoup de malheurs dans notre monde et dans notre vie, mais il faut que je ne reste pas neutre. Donc, je m'engage à fond avec toutes les causes qui subissent la peine que les gens subissent. Donc, évidemment, je suis engagé avec au soulèvement de notre peuple. Et tout de suite, on a créé le Surya Hurriya quelques mois après le soulèvement. Après, je me suis dit, il faut qu'on parle au plus large, surtout en 2014, où le média commençait à parler des Daesh et des intégristes et oublier le peuple syrien qui était le premier concerné. Et Daesh, dans ma tête, Daesh et le régime sont les mêmes. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose et parler, à moi montrer qu'est-ce que veut dire Syrien. Un Syrien, c'est comme vous. C'est un être humain simple. Et donc, on a décidé, on a eu l'occasion d'acheter une camping-car qu'on a transformé en moyen de transport. On a transporté avec nous des œuvres d'art. Il n'y a pas que de peintres, il y avait des écrivains, des musiciens, même de danseurs, de toute forme d'art joint à nous dans cette caravane. Le premier parcours, on a dit qu'on partirait un mois dans le sud de la France. C'est marqué la date de départ, la date de retour, un mois et demi. En tout cas, on a fait 2 mois et demi. On était allé au sud de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, avant de rentrer. Et il a fallu assurer 2 choses avec notre cotisation, avec l'aide des amis, c'est l'essence et les lentilles. Parce qu'on faisait des soupes de lentilles, moi j'ai des soupes de lentilles tout le long du chemin. Donc, du moment qu'on a des soupes de lentilles et de l'essence, ça roulait. À la fin de 2014, on a décidé, à cause de paperasse, vous savez que les Français adorent le papier et adorent les adresses et les casiers. Donc on a décidé de faire pour notre mouvement, parce que nous on a pensé qu'on a créé un mouvement qui s'appelle Caravane culturelle syrienne. Donc on a décidé de faire une association au même nom. Mais en pratique, c'est un mouvement. Donc, au début, on n'a pas pensé que ça allait durer. À partir de la fin de 2014, on a reçu beaucoup d'invitations. Et l'avantage des invitations, des gens qui nous invitaient, assurait non seulement l'aide financière, assurait aussi toute la logistique de permission, etc. Et les médias, qui est important. Car la première année, on se trouvait dans des places publiques et personne ne regarde. On amène les gens à nous regarder. Il faut dire qu'on a choisi d'exposer souvent des œuvres d'art directement. D'accord. Non, mais bon, on a décidé d'exposer dehors, dans le lieu public. Pour les gens. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions à poser, etc. Donc,
Voilà. Merci. 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 Bien, alors, merci à tous. Donc, il nous reste 5 minutes pour des questions, réponses. Donc, la parole est à la salle. Bonjour, merci beaucoup pour cette initiative et ce joli colloque, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends pour la première fois que je ne connaissais pas auparavant. Mais bon, tout ça c'est très joli, mais je voudrais un petit peu connaître comment le régime a utilisé l'art dans la propagande et dans la politique, et quels sont éventuellement les mouvements artistiques qui ont participé avec le régime à la propagande et à la politique de régime. Merci beaucoup. Bien, qui est-ce qui... Delphine? Je vais dire un mot, mais je veux Ouais, bien que Mohamed continue. Ouais, chacun peut je pense qu'il n'y avait pas de mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait des individus qui avaient des idées politiques, qui suivaient le parti basse et qui étaient des artistes de la propagande, mais je n'appellerais pas un mouvement. Enfin, il n'y avait pas un groupe d'artistes qui suivaient de façon précise. Enfin, c'était beaucoup plus pervers, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait plus des artistes à la faculté des beaux-arts, au ministère de la Culture... Qui étaient les artistes officiels qui suivaient la propagande et qui étaient reconnus par l'État et soutenus par l'État, mais ce n'était pas un groupe. Je ne sais pas si Mohamed veut... Il suffit de voir l'intitulé de ces expos. Hommage à la guerre de Tichrin, hommage au président de la République. Donc, il faisait ça dans une salle s'appelle Salat al-Shab, la salle de peuple, qui est vidée de peuple, en tout cas. Voilà. Donc, je crois que ça ne l'intéresse pas. Il faut dire que le régime il a mis fin à la vie cinématographique. Il n'y a plus de cinéma. Pourtant, de ma génération, on a vu beaucoup de films, nouvelle vague de réalisme italien, etc., Kurosawa, on les a vus à Damas. Et à la fin, quand le bass est bien installé, il n'y a plus rien. C'est le désert. Bon, en tout cas, c'est une autre question sur le contact à l'étranger entre les artistes qui partaient avec de bourses qui étaient données par les ex-pays de l'Est. Mais avec ces bourses-là, ils achètent des loyalistes. Mais malheureusement pour eux, les gens qui allaient faire des études revenaient, même dans le pays comme l'Allemagne, la Pologne et ça, ils venaient un peu beaucoup plus libres. Ouais, juste pour revenir sur l'histoire des bourses, en fait, ce dont on n'a pas parlé, c'est que les étudiants qui avaient des bourses dans tous les domaines d'activité, qui avaient des bourses d'études de 3, 5, 10 ans pour partir dans différents pays d'Europe ou différents pays de l'ex-Union soviétique, devaient ensuite le double ou le triple d'années au gouvernement à leur retour. Donc ça voulait dire que quelque part, ils étaient forcément intégrés à l'Office national du cinéma pour ceux qui étaient partis étudier le cinéma, au ministère de la Culture d'un différent poste pour ceux qui étaient partis étudier les beaux-arts, ou rarement à des postes de professeurs des beaux-arts parce qu'ils étaient assez chers et il y avait peu de place. Mais ils devaient de toute façon des années au gouvernement. Donc c'était une façon d'acheter leur silence d'une certaine manière aussi, parce qu'ils se retrouvaient aussi un peu paralysés. Enfin, ils se retrouvaient à une position où ils avaient moins de marge de manœuvre, en tout cas. Je voulais dire une chose au passage, en fait, qu'il n'y a pas de décret d'interdit. Jamais de décret d'interdit. Il y a une pratique d'interdit en Syrie. C'est dans le... Dans... Le micro, là, pour... C'est un commentaire et non pas une question, c'est permis. Juste pour dire un peu à ce que tu as dit, Franck, sur la censure. Je suppose qu'il ne faut pas se limiter à la forme en amont de la censure, parce qu'il y en avait deux autres qui sont aussi importantes et cruciales que la censure en amont. La censure en aval, qui voulait dire interdire après l'édition, après le finissage d'un film. On a surtout assisté dans le domaine de la production cinématographique
à des films qui ont représenté la Syrie partout dans les festivals internationaux et pourtant interdits à la projection en Syrie, pourtant produits avec les finances de l'État, de l'Office du cinéma. Et il y a un autre type de censure qui était encore beaucoup plus sauvage, si vous voulez, qui était l'intériorisation de la censure. Et ça, on avait des scènes, si vous voulez. Je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez. C'était dans une projection de ciné-club fermé, dans un des ciné-clubs que je faisais, où il y avait plus que centaines de personnes. On a projeté le film de Omar Amelay, Le Déluge. À la discussion après, il y a une dame qui s'est présentée, qui a dit: en regardant le film, j'étais très heureuse de voir cette critique. Mais je me suis rendu compte que j'étais heureuse, donc j'ai eu peur. Tellement la censure était intériorisée dans les gens, et c'est à cause de la culture de la peur, n'est-ce pas? Un deuxième point, si vous permettez, concernant toujours la censure, il ne faut pas négliger comment dirais-je, les initiatives d'opposition qui existaient contre cette censure. On a souvent tendance à ne voir l'opposition culturelle, ou bien par la culture en Syrie, qu'après le commencement de la révolution. Ce qui porte, à mon avis, tort à toutes les activités, à toutes les initiatives qui ont eu lieu pendant les 2 décades précédentes. Entre autres les ciné-clubs, entre autres les clubs de culture. Et tu sais bien, Franck, que j'ai beaucoup participé à ça, et beaucoup de gens ici le savent aussi. Merci. Je crois que c'est une magnifique conclusion à notre séance. Je remercie Hassan Abbas de nous avoir donné ces précisions, et donc j'invite maintenant la deuxième séance à se tenir. Merci.